Assieds-toi, parce qu'on t'attend. C'est toi qu'on attend. On peut commencer maintenant qu'Éric est assis. Ok. Bon, juste avant, quatre petites remarques. Quatre remarques, Hippolyte, quatre remarques. Juste, après, avant de laisser la parole évidemment aux panélistes. Juste, première remarque, plusieurs personnes m'ont demandé, mais je ne saurais que trop le conseiller. L'ensemble des débats d'Aix a été filmé, toutes les sessions, etc. Il y a un ou deux moments qui sont des moments absolument de génie. C'est sur soit le site Science Economist, soit le site Rencontre d'Aix. Je crois que c'est comme ça. Et le numéro de téléphone de l'équipe, ils sont là demain, donc 01 45 44 75 34. Pour le truc. Je me permets de vous conseiller deux moments, non pas les interventions du président du CER qui ont un intérêt très limité, mais il y a un débat 30 minutes entre Valéry Giscard d'Estaing et Peter Sloterdijk ça dure 30 minutes, c'est un moment absolument de délice intellectuelle, c'est exceptionnel. Et la fin, Mario Monti sur son regard sur l'affaire européenne, c'est quand même là aussi très intéressant de piger ce qu'un économiste, Premier ministre d'un pays, peut penser. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que, comme vous le savez, l'intérêt de ces réunions, de cette journée, qui est longue, puisque ça se termine à 19h30, l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de trouver quelques propositions. Il n'a échappé à personne que le gouvernement est plein de bonne volonté, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'idées sur sa politique de la jeunesse. À part parler de contrats de je ne sais pas quoi de génération pour l'année prochaine. Donc il faut un tout petit peu forcer le destin. Dans la déclaration finale des rencontres, la seule proposition qui a été applaudie par la salle, il y avait peut-être, je ne sais pas, 700, 800 personnes, c'était la déclaration sur le contrat unique le contrat pour les jeunes, le contrat de travail pour tout le monde, le même. Ça veut dire qu'il y a une aspiration très forte d'une vraie politique de la jeunesse. Deuxième remarque. Troisième remarque par rapport à ce que vous avez fait ce matin, pendant que tout le monde travaille ici. Moi, j'ai été à un autre endroit où vous travaillez aussi, qui s'appelle le Cora, où il y avait un débat sur l'épargne de long terme. Donc, ça ressemblait étrangement au sujet que nous avons traité ensemble, notamment avec la dernière session et l'ami Jérôme Glachant. Ce qui m'a frappé, c'est ça que je voulais rajouter, c'est que à la suite de cette matinée, je me suis convaincu qu'il y avait deux manières d'aborder le sujet du financement de l'économie française. Deux. Il y a la manière FFSA, qui est assez normale d'ailleurs, qui insiste d'abord sur la fiscalité de l'épargne long terme. C'est une logique, ils font leur job et je comprends ça très bien. Et nous avons été plusieurs économistes ce matin à dire le sujet majeur, c'est d'abord de s'interroger sur la nature même de l'investissement que nous souhaitons, du financement de l'investissement que nous souhaitons voir réapparaître dans un pays comme le nôtre, qui a un déséquilibre, qui a un problème, disons, d'activité qui est majeur. Et donc, au lieu de se poser a priori le problème de la fiscalité, posons-nous le problème d'abord j'allais dire, des besoins de financement qui sont nécessaires au fond, à un investissement au fond productif qui permet d'essayer de se remettre sur une trajectoire de rééquilibrage à terme, notamment de nos comptes extérieurs. Et c'est deux manières différentes de poser le sujet, deux priorités. L'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un, mais la manière dont on pose le problème, d'abord en premier les besoins d'investissement, d'abord en premier le financement de la fiscalité de l'épargne, ça n'est pas du tout la même chose. Et au fond, ça m'a perturbé. Je suis évidemment d'accord avec moi-même, avec tous les économistes présents, sur l'idée qu'il faut privilégier, au fond, ce qu'on appelait dans ma jeunesse un tableau d'opération financière. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut financer. Deuxième remarque, on ne posera pas bien les problèmes de financement à long terme, donc en réalité d'épargne à long terme, si on ne s'interroge pas sur les problèmes de retraite, c'est-à-dire la manière dont au fond, on incite les individus à épargner, essentiellement d'ailleurs pour leur retraite, mais comme le débat est très pollué depuis maintenant 30 ans, le sujet a été reposé aussi ce matin. Il faut qu'on arrive à évoquer de manière, j'allais dire, très transparente ce débat sur les retraites. Et c'est la raison pour laquelle, même s'il faut 20 ans pour le mettre en place,
le dispositif, il y en a peut-être d'autres, hein, mais l'objectivation par un système de retraite par points, c'est une manière déjà de traiter le sujet de manière transparente, objective. Or, il y a des sujets énormes à régler, donc c'est très long. Immédiatement, il y avait un gars de la CFDT, sympa comme tout, qui a dit, mais ça veut dire le système unique de retraite, etc. Je dis, arrête tes conneries, on en a pour 20 ans. Il faut d'abord poser le problème de l'objectivation, la transparence des sujets, que les gens sachent à quel moment ils vont prendre leur retraite et de quoi ils disposeront. C'est ça qui est majeur. Pardon de revenir sur ces 2 points, mais comme il y avait vraiment une table ronde de gens très intéressants, syndicalistes, économistes et assureurs vie, je pensais que c'était très important de porter à la connaissance de cette noble assistance. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à Isabelle, j'imagine. Merci infiniment. Alors, j'attends le top départ de la technique pour savoir si tout est en place. C'est bon, merci beaucoup. Donc, un programme chargé cet après-midi puisque nous avons 6 sessions, ça veut dire 6 thématiques, ça veut dire 6 débats. Donc, je suis un peu confuse, mais je risque d'être assez sévère sur les temps de parole. D'ailleurs, j'ai préparé mon petit rappel. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer cette première discussion de l'après-midi qui s'appelle en fait Débat 4 dans votre programme. Et donc, qui s'intitule Vieillissement et âge de départ à la retraite, où nous allons avoir le plaisir d'entendre Jean-Olivier Hérault, professeur à PSE, Paris School of Economics et chercheur associé à la chaire de transition démographique de Dauphine. Vincent Delsart, directeur du département du développement et des relations institutionnelles de la direction des retraites de la Caisse des dépôts, sera notre discutant, ainsi que Gérard Cornillot, directeur adjoint au département des études de l'OFCE. Donc 10 minutes pour chacun. Merci. Merci beaucoup pour invitation, donc cette participation donc à ces travaux autour de la question du vieillissement. Donc moi je vais, comme c'est indiqué dans le titre, parler donc vieillissement et marché du travail des seniors. Pourquoi et comment travailler plus longtemps? Donc c'est une question qui est, je dirais, dans le débat en France depuis longtemps. Hein. C'est une question autour des retraites qui a été posée, je dirais, au milieu des années 80, si on remonte au premier rapport, et qui depuis donc ces années est au cœur du débat public en France. Alors moi, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que la question du vieillissement, bien sûr, elle concerne le système de retraite par répartition. Deuxième chose, le système de répartition, comme système de retraite, pèse, bien sûr, est extrêmement important dans cette question du vieillissement. Mais plus fondamentalement, premier point qui, je crois, mérite d'être souligné, c'est que cette question du vieillissement, elle concerne, je dirais, chaque Français individuellement, elle le concerne en termes de niveau de vie. Hein, c'était dit en introduction ce matin, la question du niveau du revenu est centrale, d'autant plus actuellement dans ces temps de crise et d'interrogation et d'incertitude sur ces questions. Donc la question du niveau de vie est centrale et la question du vieillissement pose, j'allais dire, problème. Pose problème, bien sûr, parce qu'elle pose la question des ajustements par rapport à l'augmentation de l'espérance de vie, puisqu'il s'agit de ça principalement. Elle pose donc ces questions indépendamment du système de retraite. Alors elle est toujours abordée dans le débat via le système de retraite par répartition, mais indépendamment de tout système de retraite, la question se poserait et se pose. Donc ça c'est un premier point sur lequel je vais revenir, qui me paraît important, je dirais, de resituer cette question du vieillissement, indépendamment du système de retraite, même si évidemment le système de retraite est central dans cette problématique. Deuxième point donc, qui me paraît important, c'est effectivement cette question donc, de l'arbitrage, sur lequel je vais revenir un peu, l'arbitrage entre le niveau du revenu, le niveau de vie, avec, je dirais, le temps d'inactivité. Le vieillissement pose fondamentalement cette question de la répartition des temps de vie, temps de travail, temps d'inactivité, temps de retraite. Et cette question, bien sûr, pose la question, deuxième question, mais qui est au moins aussi importante, bien sûr, derrière, c'est la question du maintien du niveau de vie face au vieillissement. Donc pourquoi travailler plus longtemps? Eh bien, on le sait, bien sûr, on doit travailler plus longtemps si l'on souhaite maintenir notre niveau de vie. Et cette question, bien sûr, doit être première dans le débat. Et bien sûr, chacun peut y répondre de façon plus ou moins prononcée, au sens de l'affirmative. Certains pourraient souhaiter évidemment travailler moins longtemps, mais il faut quelque part, et ça a été dit par Jean-Hervé Lorenzi, que les choix soient très transparents par rapport à cette question. Et que le système de retraite, puisque le système de retraite compte, le système de retraite pose bien la question et
de l'arbitrage entre le niveau de vie et l'inactivité. Donc ça, c'est la première question, pourquoi travailler plus longtemps? Et la deuxième question, évidemment, qui est, je dirais, qui occupe toute la place dans le débat en France depuis longtemps, c'est certes travailler plus longtemps, mais comment travailler plus longtemps? La question donc de l'emploi des seniors. Pourra-t-on véritablement choisir? Puisque finalement, ce que je laisse ici les puissent m'entendre, c'est qu'on pourrait choisir, on devrait choisir face au vieillissement. La question, évidemment, c'est de savoir si on pourra choisir et si tous les Français seront en situation de choisir entre inactivité, entre temps de travail et temps de retraite, et donc finalement de choisir leur niveau de vie via, je dirais, l'âge de la retraite. Donc ces deux questions ne sont pas exactement les mêmes, mais quelque part, on doit chercher à y répondre. Et je dirais que dans le débat, il y a eu bien sûr des réponses qui ont été apportées, et elles sont essentielles évidemment par rapport à l'évolution du niveau de vie en France, et en particulier du niveau de vie lorsqu'on est à des âges relativement avancés. Donc je n'ai pas ici, j'ai très peu de temps, j'ai quelques minutes encore, donc je n'ai pas évoqué tout ce que j'ai pu évoquer, donc je pense que vous avez le rapport que j'ai pu faire ici dans le cadre du séminaire. Donc ces deux parties, pourquoi travailler plus longtemps et comment travailler plus longtemps. Je vais simplement rappeler ici quelques questions essentielles et quelques points qui me paraissent importants. Alors, le premier point me semble donc être la question que le vieillissement pose fondamentalement la question du niveau de vie. Du niveau de vie. Pourquoi? Bien parce qu'évidemment, les retraités vivent de transferts. Ils vivent de transferts de l'activité vers l'inactivité. Ces transferts peuvent être intertemporels, ils peuvent être faits, je dirais, au niveau de chaque individu via sa propre épargne individuelle. Ils peuvent aussi, bien sûr, être opérés par le système de retraite par répartition, et dans ce point de vue-là, ils sont intergénérationnels. Mais de toute façon, quelle que soit la façon dont on fait ces transferts, et cette question est relativement importante, mais finalement secondaire, par rapport au fait que fondamentalement, bien sûr, la retraite, l'inactivité, eh bien, impose des prélèvements de la période d'activité vers l'inactivité. Que la période d'activité soit notre propre période d'activité antérieure, ou que ce soit la période d'activité des actifs actuellement. Dans le système par retraite par répartition, c'est bien sûr les actifs qui vivent actuellement qui financent la retraite de nos retraités, je dirais, qui vivent au même moment. Donc, quel que soit le mode d'organisation, il y a donc ces transferts. Alors, la question, à mon avis, est évidente, mais finalement, je trouve qu'elle est relativement absente. La première question fondamentale, c'est bien sûr que l'augmentation de l'espérance de vie, parce que le vieillissement de la population, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, en tout cas en France. L'augmentation de l'espérance de vie, eh bien, va modifier, à âge de la retraite donné, donc si on ne le bougeait pas, donc s'il restait autour de 60 ans, 61, 62, même, donc c'est le temps de l'âge de retraite, on sait bien aussi, c'est aussi l'âge de cessation d'activité, qui est même inférieur à 60 ans actuellement qui compte. Donc si on ne bougeait pas, eh bien, l'âge de cessation d'activité, eh bien, le vieillissement modifierait le temps de retraite par rapport au temps de travail. Alors ça, c'est fondamental, parce qu'une façon de le dire, et j'ai pas beaucoup de temps pour le dire, mais finalement, j'aime pas forcément ces images de gâteau et de partage du gâteau, mais là, quelque part, je trouve qu'il est assez éclairant, hein, puisque finalement, on finance tout par l'activité, y compris donc la retraite. Eh bien, évidemment, la taille du gâteau dépend de la période d'activité, hein, uniquement. Et puis, la taille des parts, donc ce qu'on va pouvoir effectivement à chacun redistribuer, hein, sur l'ensemble de la vie, eh bien, la taille des parts dépend, en revanche, elle, de toute la vie, donc, y compris donc, de la fin de vie, donc 80 à peu près en moyenne en ce moment, mais 90 ans dans quelques années. Donc la taille du gâteau est déterminée par l'activité, et la part, donc finalement le niveau de vie, hein, la taille des parts, est déterminée par l'espérance de vie. Et donc finalement, on voit bien apparaître que c'est le ratio temps de vie par rapport à temps de retraite, ou temps de retraite par rapport à temps de vie, qui détermine le niveau de vie de chaque Français. Donc ce ratio des temps d'activité, eh bien sûr, il est... Alors, j'oublie à chaque fois, je pensais qu'on allait le faire pour moi, mais je suis désolé. Eh bien, c'est le vieillissement par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le vieillissement, eh bien, il va non pas augmenter la taille du gâteau, à l'âge de retraite donné, le gâteau reste le même, hein, si on travaille le même temps. Le vieillissement va donc diminuer mécaniquement, hein, la part de ce gâteau, donc le revenu qu'il reste à chaque individu va diminuer de façon mécanique si on n'augmente pas l'âge de la retraite. Donc ça, je dirais que le débat autour de la retraite par répartition, je dirais que chaque Français, s'il n'y avait pas la retraite par répartition, système collectif, serait tout à fait à même de prendre conscience de cette réalité, qui est quelque part masquée, hein, par la retraite par répartition, par cette vision un peu collective, mais finalement qui ne change pas fondamentalement les choses. Alors pourquoi ça ne change pas fondamentalement les choses? Parce que si on s'intéresse à la retraite par répartition, bien,
le prélèvement qui est opéré, donc c'est la première équation que tout le monde connaît, hein, mais qui est un petit peu ici modifiée pour faire apparaître 3 dimensions qui sont importantes. Donc le taux, c'est le taux de cotisation, hein, du système, mais c'est le taux de prélèvement. Hein, c'est le taux de prélèvement sur les revenus du travail. Et bien, ce taux de prélèvement sur le revenu du travail, eh bien, la dimension, il y a 3 dimensions importantes, mais elles ne jouent pas le même rôle. Il y a la première dimension, c'est TR sur TA, c'est le temps de retraite par rapport au temps d'activité. Et c'est aussi, pour déterminer ce qu'on appelle le ratio de dépendance, la taille relative des générations de retraités par rapport aux générations d'actifs. C'est ce terme, génération des retraités, génération des actifs, hein, qui apparaît ici. Le deuxième terme. Excusez-moi, je m'embrouille dans les autres. Donc, ce deuxième terme, c'est en fait... Ce deuxième terme, c'est la démographie qu'il détermine. TR sur TA, ce sont des choix individuels dictés en partie par le système de retraite par répartition. Et il reste un troisième terme, c'est P sur W, c'est la pension sur le salaire, c'est le taux de pension moyen. Hein, c'est en moyenne ce que représente la retraite, la pension par rapport au salaire moyen. Et donc c'est quelque part le degré de générosité du système de retraite. Eh bien, dans un système de retraite, ce qui est important ici d'avoir en tête, hein, c'est que si on peut jouer dans ces 3 paramètres, on le sait bien, pour essayer de diminuer, hein, les taux de prélèvement, mais si on est en situation de variation, hein, du rapport TR sur TA parce que l'espérance de vie augmente, donc si à âge de retraite donné, le ratio TR sur TA va augmenter, si l'âge de retraite reste inchangé, eh bien le taux de prélèvement va augmenter de façon mécanique. Qu'est-ce qui peut le compenser? Ce qui peut le compenser, ce n'est pas le deuxième terme, hein, parce que la démographie, d'abord, n'est pas forcément une variable de commande de l'économie, mais en plus, on sait que cette variable-là, elle va rester relativement inchangée dans le futur. Le taux de pension, eh bien, le taux de pension, il a été déjà pas mal dégradé par la réforme Balladur. Donc on est dans une situation, effectivement, on ne l'a pas vraiment assez dit, d'ailleurs, à l'époque, et depuis, non plus. Ce taux de pension a été diminué de façon très importante. Le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs a baissé. Hein, était à peu près de 1 pour 1. On va s'apercevoir au fil du temps qu'il est à peu près autour de 80%. Hein. Ce ratio de remplacement, donc le taux de pension moyen a particulièrement diminué. Donc quelque part, on a mangé notre pain blanc. Par rapport aux évolutions futures démographiques, je ne pense pas qu'on va aller, il est souhaitable d'aller pour une diminution encore de ce ratio-là, la générosité. Hein, Balladur et après Fillon, hein, la désindexation des salaires par rapport aux pensions, c'est une baisse drastique, hein, du niveau de vie des retraités par rapport aux salariés. Donc nous n'allons pas aller plus dans ce sens-là, la démographie ne va rien faire pour nous, et donc il nous reste TR sur TA comme au niveau individuel. Autrement dit, le temps de retraite par rapport au temps d'activité est la seule variable de commande qui reste, sauf à augmenter les prélèvements. Mais augmenter les prélèvements n'est simplement que jouer sur les rapports relatifs de revenus entre les retraités et les actifs. Donc en moyenne, le niveau de vie moyen sur toute une vie ne dépend fondamentalement que de TR sur TA, le temps de retraite par rapport au temps d'activité. Et de ce point de vue-là, notre système de retraite ne fait aucun miracle. Donc, il va falloir, donc, si on veut maintenir notre niveau de vie, eh bien, augmenter notre temps de retraite pour maintenir inchangé le temps de retraite par rapport au temps d'activité. Ça, c'est, je dirais, ancré dans la réforme 2003, la réforme Fillon, hein, qui finalement d'ancrer l'âge de retraite par rapport à l'espérance de vie. Donc, quelque part, la réforme de 2003 est vraiment une réforme fondamentale. C'est vraiment la bonne réforme qu'on a eue, pas celle, bien sûr, 93 avait déjà fait le travail en termes de durée de cotisation, mais en termes d'indexation, hein, du ratio TR sur TA, temps de retraite sur temps d'activité, c'est bien sûr la réforme Fillon qui est vraiment fondamentale. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut travailler plus longtemps? Elle a été critiquée à l'époque, parce que je me souviens de débats en 2003 qui étaient toujours les mêmes. On ne peut pas augmenter l'âge de la retraite parce que l'emploi des seniors est faible. Donc ça, je pense, de ce point de vue-là, les choses ont un peu évolué. C'est une absurdité totale de dire cela, et je vais en redire quelques mots. Pourquoi? Parce que si le taux d'emploi des seniors est faible, c'est que l'on mélange en France encore les 55-59 ans avec les 60-64 ans. Les 60-64 ans font l'essentiel de la faiblesse du taux d'emploi des seniors. Encore une fois, nous aurions un taux d'emploi des 55-59 ans comme dans les pays scandinaves, eh bien nous aurons un taux d'emploi des seniors très faible, parce que simplement moins de 20% des Français travaillent, alors que plus de 50% travaillent dans les autres pays. Donc nous avons choisi collectivement, hein, en 1900, différentes périodes, je vais y revenir en quelques mots sur les causes. Non, malheureusement, on ne va pas pouvoir y revenir parce qu'on est... Mais je vais dire simplement... Temps de parole écoulé. J'en ai sûr que ce n'est pas Jean-Hervé qui m'a mangé un peu mon temps de parole. Donc, je vais juste conclure sur 13 minutes, ce point-là. là, 13 minutes. Tout à fait. Donc je vais revenir sur ce point-là. Le taux d'emploi des seniors est faible.
Un, à cause donc de l'âge de la retraite, et donc globalement, parce que nous avons choisi, c'est le résultat d'une politique publique. Donc maintenant, quelque part, il faut inverser la tendance, et inverser la tendance, c'est inverser l'âge de la retraite. Donc déjà, bien sûr, les réformes ont été dans ce sens-là, on les a citées, augmentation des durée de cotisation, et même l'âge légal, donc 62 ans récemment, 2010. Et surtout, également, il faut revenir, donc le meilleur instrument de la politique d'emploi des seniors, c'est l'âge de la retraite. Ce n'est pas des histoires sur les ressources humaines. Bon, certes, ils doivent accompagner, mais l'ancrage et l'instrument essentiel, c'est l'âge de la retraite. Donc l'aberration totale du débat en France, c'est de dire ne bougeons pas l'âge de la retraite parce que l'emploi des seniors est faible. C'est une absurdité totale. Donc le deuxième point que j'ai souvent évoqué, c'est que non seulement l'âge de la retraite pèse sur les 60-64 ans, mais il pèse aussi sur les 55-59 ans par un effet horizon qui est très fort, et que ce n'est pas l'âge biologique qui compte, c'est l'âge social. La distance à la retraite est essentielle. Je ne vais pas faire ce point-là, j'en ai parlé, c'est un point important. Et dernier point, non seulement nous avons donc l'âge de la retraite, mais nous avons encore de l'après-retraite en France. Pas public, nous avons changé, mais le système d'allocation chômage des seniors joue comme une retraite publique. Nous n'avons pas eu de réforme. Les partenaires sociaux ne veulent pas toucher à cela, pour des bonnes raisons, que ça permet effectivement de gérer de façon relativement consensuelle les ajustements de l'emploi dans les entreprises. Et donc, à partir de 57 ans et demi, 58 ans, on peut partir à la retraite, en pré-retraite, et rester jusqu'à maintenant 67 ans. Parce qu'on a un dispositif qui permet, si on a 3 ans d'allocation des seniors standards, on peut atteindre 60 ans et demi, mais en 61 ans. Et à partir de cet âge-là, on peut rester avec un taux plein, je dirais, d'allocation chômage, jusqu'au taux plein de la retraite. Donc c'est une pré-retraite qui ne dit plus son nom, déguisée, et qui pèse très fortement dans le contexte social français, et qui pèse fortement sur le taux d'emploi des 55-59 ans. Donc pour résumer, quelque part, notre résultat taux d'emploi des seniors, quelque part, est un choix public, souvent au nom de l'emploi des jeunes, mais plus fondamentalement au nom de l'emploi des 30-54 ans, qui sont ainsi protégés du chômage. Et donc, de ce point de vue-là, il faut inverser cette tendance, donc par l'âge de la retraite, et enfin réformer, je dirais, le système d'allocation chômage des seniors, qui est une question difficile à réformer, mais qu'il faudra quand même traiter comme dans tous les autres pays européens. Merci beaucoup. Nous avions donc plutôt le point de vue donc de la conséquence de l'âge de départ à la retraite par rapport à l'emploi des seniors. Et donc là, on va plutôt voir la conséquence de l'âge de départ à la retraite par rapport à la gestion des retraites, donc par Vincent Delsart, et peut-être d'autres remarques éventuelles suite à l'intervention de Jean-Olivier Ayrault. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais apporter, on va dire, le regard du gestionnaire sur ces questions en fait d'articulation entre activité et retraite et âge de départ en retraite. Alors comme vous le savez certainement, parfois on ne le sait pas assez, la Caisse des dépôts est un gestionnaire important de régimes de retraite en France, parce que nous gérons environ une 50aine de régimes, les plus connus étant en fait la CNRACL, l'IRCANTEC, le régime des ouvriers d'État. Nous assurons également la gestion administrative du régime additionnel de la fonction publique, ce qui nous donne, j'allais dire, une forme de compétence et d'expertise sur des systèmes de retraite très très différents. Il y a des systèmes évidemment intégrés, bases et complémentaires, des systèmes simplement de base, des systèmes simplement complémentaires, des systèmes supplémentaires, des systèmes en points, des systèmes en annuité. Et donc cette compétence nous donne, j'allais dire, une vision un peu d'ensemble des différentes techniques d'acquisition des droits à la retraite. Alors un point qui peut-être peut intéresser l'assistance aujourd'hui, c'est que dans le cadre en fait du plan stratégique de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts, nous avons donc décidé de relancer en fait une fonction étude en économie de la retraite. Nous avons démarré donc il y a maintenant quelques semaines nos travaux. Nous avons en fait la conviction que cette connaissance des différents systèmes de retraite existants peut nous permettre en fait d'apporter une contribution au débat public sur le sujet de la retraite et peut nous permettre éventuellement même d'être force de proposition sur un certain nombre de réformes. Alors là, moi, je vais vous parler en fait aujourd'hui d'un début de travail comme on a commencé à faire en fait sur le comportement de départ des agents donc qui sont aujourd'hui qui relèvent du régime de la CNRACL. Ce sont donc des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Donc la CNRACL, c'est 2 millions de cotisants pour 1 million de retraités. Voilà. Alors, juste un point, parce que sur cette slide, à mon avis, il y a une seule chose vraiment très importante à retenir, c'est la part en fait des plus de 55 ans dans la population active. Aujourd'hui, en fait, elle est de 12,4%,
et on vient d'en parler, le taux d'emploi en fait des 55-64 ans en France, il est quasiment de 40%, sachant que l'objectif en fait qui avait été fixé au niveau européen, c'était qu'on soit plutôt autour de 50%. Alors quand on regarde un peu donc c'est vraiment le regard du gestionnaire, hein. Quand on regarde la pyramide des âges des cotisants à la CNRACL, donc évidemment c'est une population qui est quand même très, très féminisée, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même une grosse bosse entre 45 et 55 ans, c'est-à-dire que nous avons une population qui effectivement est vieillissante. Quand on regarde ce que ça donne en proportion, aujourd'hui les 55 ans et plus représentent 12% dans la fonction publique hospitalière, 17% dans la fonction publique territoriale. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que cette proportion en fait augmente d'1 point chaque année. Et si on procède, alors c'est très grossier comme projection, si on procède en fait à une projection, une évolution de ce que pourrait être en fait cette composition à l'horizon 2016, on s'aperçoit que selon les hypothèses, on pourrait être autour de 14-18%, voire dans certains cas autour de 24-28%, c'est-à-dire une déformation quand même très importante de cette population, ce qui va poser aux employeurs publics, hein, aux collectivités locales et aux hôpitaux des problèmes quand même de management de ces ressources et de maintien dans l'emploi donc de ces personnes, de ces seniors. Et on pense notamment au sujet de pénibilité dans des emplois tels que aide-soignante, infirmière dans les hôpitaux. Alors si on s'intéresse en fait au comportement de départ, alors il faut savoir que naturellement c'est un régime de fonctionnaires, donc il n'y a pas de licenciement, les gens quittent leur emploi pour prendre leur retraite, mais c'est un régime en fait qui est marqué par historiquement beaucoup de départs précoces, parce que on avait donc c'est une population féminisée, donc on avait des dispositifs notamment qui permettaient de partir pour les femmes, pour les parents de 3 enfants, c'était essentiellement les femmes qui en bénéficiaient. Et puis comme ce sont des régimes où on a beaucoup de catégories actives, hein, j'évoquais tout à l'heure le cas des aides-soignantes, des infirmières qui travaillent sur des alternances jour-nuit, on avait des possibilités donc de départ importantes. Alors il faut savoir que tout ceci en fait est en train de disparaître très très vite, et ce qui amène à des modifications assez sensibles de l'âge de départ en retraite. C'est-à-dire qu'on le voit année après année. Alors quand vous avez en fait l'âge de départ normal, c'est celui qui figure en rouge, vous voyez qu'il progresse quand même de manière assez sensible sur les 3 dernières années. Et puis vous avez l'âge de départ précoce qui lui baisse, parce que ça c'est l'effet d'aubaine amené par la fin du dispositif pour les mères de famille de 3 enfants. Donc il faut savoir que ce dispositif en fait a pris fin au 1er juillet 2011, ce qui a amené énormément en fait de mères de famille de 3 enfants à bénéficier de ce départ en retraite. Donc on a un effet, j'allais dire, un peu conjoncturel sur 2011, mais on s'aperçoit quand même que les comportements de départ en retraite évoluent de manière rapide, d'année en année. Alors, ça, c'est une étude qu'on a fait en fait par cohorte, c'est-à-dire qu'on a pris les cohortes qui sont parties à la retraite ou qui sont en train de partir à la retraite, et on voit très nettement que, historiquement, je prends par exemple la cohorte de 1943, vous avez 2 pics de départ, vous avez à 55 ans, c'est les catégories dites actives, et vous avez 60 ans. Et en fait, les gens, ils partent à 55 ou ils partent à 60 ans. Mais ils ne restent pas après. Quand vous regardez sur 46 ou simplement même 47, donc là, on est sur une génération qui est même maintenant quasiment complètement partie à la retraite. On a des chiffres qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que vous avez vu, on a une génération qui ne part plus qu'à 30% de 60 ans. C'est-à-dire qu'on a une vraie dispersion. Les gens qui pouvaient partir à 55 ans, donc petit à petit, en fait, reculent leur âge de départ en retraite. Ceux qui pouvaient partir à 60 ans reculent également leur âge de départ en retraite. Donc on a des effets quand même très perceptibles de recul de l'âge de départ à la retraite. Alors, évidemment, il y a les effets des réformes, hein, c'est évident. Il y a peut-être aussi d'autres facteurs, notamment des facteurs économiques. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on est en train de travailler, de mesurer en fait les causalités profondes de ces comportements, de ces modifications de comportement. Mais c'était juste en fait un exemple illustratif de ce que nous, on voit au quotidien comme gestionnaire. On assiste objectivement à des modifications de comportement qui sont très perceptibles d'année en année. Et là, pour le moment, évidemment, on ne mesure pas encore les pleins effets de la réforme de 2010 accélérée en 2011, qui auront des effets encore plus perceptibles. Voilà. Merci infiniment. Je passe maintenant la parole à Gérard Cornillo, donc, de l'OFCE. Merci.
Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, bah écoutez, je vais essayer d'être bref, alors que le sujet est quand même d'une assez grande complexité, et que pour le traiter à fond, je pense qu'il faudrait avoir un petit peu plus qu'une dizaine de minutes. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis assez d'accord avec ce que nous a exposé Jean-Olivier Ayrault, en tout cas sur la première partie totalement, je dirais à la virgule près, donc j'aurais pas de commentaires particuliers. Je crois qu'il a effectivement parfaitement bien présenté les données du choix collectif qui se présente à nous. Quelle est la taille du gâteau, quelle part pour chacun. Tout ça me paraît tout à fait clair, et j'adhère totalement à cette manière de présenter les choses. Alors après, je serais effectivement un peu plus nuancé sur la deuxième partie de son exposé qui concerne l'évolution du taux d'emploi des seniors qu'on a pu observer au cours des dernières années, mais je pense que il s'agit que de nuances. Alors des nuances peut-être très très fortes sur l'indemnisation du chômage. Je suis pas sûr qu'on puisse aussi facilement que ça revenir sur l'indemnisation des seniors. Je veux dire, ceux qui quittent les entreprises, qui partent en faillite, il faudra bien faire quelque chose. Donc je suis pas sûr que là j'ai pas des nuances un peu plus fortes, mais par contre pour le reste, je veux dire, les nuances sont du genre, je pense que Jean-Olivier voit les choses, voit la bouteille à peu près à moitié vide, c'est-à-dire que les taux d'emploi des seniors augmentent pas assez vite à son gré. Moi j'ai plutôt tendance à voir la bouteille plutôt moitié pleine, c'est-à-dire qu'il augmente quand même à un rythme relativement soutenu, et on va tout à fait dans la bonne direction. Alors, puisqu'on m'a demandé d'avoir un regard extérieur, je vais essayer de compléter un petit peu ce qui a été dit en présentant deux points de vue. Un premier point de vue sur l'autonomie du politique et de quelle liberté de choix il dispose en matière de choix collectifs et de choix sociaux collectifs. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais dire un mot sur la crise qui, à mon avis, change quand même pas mal les données du problème depuis maintenant 4 ans, et probablement pour un nombre d'années dont on ne connaît pas encore le terme, mais qui risque d'être un peu long. Alors d'abord, l'autonomie du politique. Alors, je crois que en matière de retraite, c'est un principe qui implique que la décision sur l'âge du départ, dont on a vu que nécessairement c'est une sorte de décision collective. Je crois que Jean-Olivier Ayrault le dit bien. C'est un horizon collectif qui fixe effectivement un certain nombre de comportements au sein des entreprises, parmi les salariés. Et donc même si on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de liberté individuelle dans le choix effectif de l'âge de départ à la retraite, malgré tout, l'âge de la retraite reste une décision collective. Et dans ce domaine, je pense que le choix qui est fait doit résulter de la délibération politique. Et ce que l'expert a à dire sur cette question, c'est en gros fixer les conditions de soutenabilité des choix collectifs. Alors, c'est bien connu, je veux dire, en matière de retraite, la soutenabilité, c'est la BAC du corps, vous savez, qui présente l'espace des triplets soutenables entre niveau des pensions, âge de départ à la retraite et taux de cotisation. Je veux dire, il y a un certain nombre de triplets soutenables. Il y en a qui ne sont pas, évidemment. Il y a, par exemple, la baisse des cotisations, la réduction de l'âge du départ à la retraite et l'augmentation du niveau des pensions. C'est pas un choix soutenable. Donc ça, on peut le dire de manière très claire. Et donc on peut fixer l'espace des choix soutenables. Mais au fond, je veux dire, dans ces espaces-là, on n'a pas de raison de privilégier un choix plutôt qu'un autre. C'est effectivement le choix de la société de dire si elle préfère avoir des gâteaux plus grands, des tailles plus petites. Il faut pouvoir en effectivement. Puis la deuxième condition, dont je dirais qu'elle est technique, pour que les choix soient soutenables en matière d'âge de la retraite, c'est évidemment une condition qui porte sur le financement du dispositif. Il faut que le mode de financement retenu soit neutre, en particulier neutre du point de vue du coût du travail. Je crois que c'est ça qui est tout à fait essentiel. Donc si on décide effectivement de ne pas repousser autant l'âge du départ à la retraite, si ça implique des financements supplémentaires, il faut que ces financements soient assurés par un prélèvement sur les revenus courants et que ces prélèvements n'imputent pas le coût du travail. Et donc si les deux conditions de soutenabilité sont remplies, c'est-à-dire qu'on a choisi un triplet soutenable et le financement est également soutenable, alors le choix relève franchement du politique et de l'autonomie du politique. Et alors je voudrais juste remarquer, mais très très vite, que évidemment le choix peut varier beaucoup d'un pays à l'autre. Alors pour le coup, quand on fait une comparaison France-Allemagne, l'opposition est vraiment frappante. L'Allemagne va perdre 16 millions d'habitants, 17 millions à horizon
l'horizon 2060. La France va en gagner 8. En 2060, les deux premières puissances démographiques en Europe seront la Grande-Bretagne et la France. L'Allemagne sera le troisième pays. Évidemment, l'Allemagne a un vieillissement plus important que la France et la Grande-Bretagne. Bien entendu, les triplets soutenables ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne, et donc il n'est pas absurde qu'on fasse des choix différents. Je vais très vite et je m'arrête sur cette question de l'autonomie du choix politique et de la variabilité de ce choix possible entre les pays pour passer à la question de la crise. Parce que il me semble qu'on peut difficilement aujourd'hui occulter la difficulté qui est née du fait que la croissance est nulle, voire négative en Europe depuis maintenant presque 4 ans et que ça risque de continuer. Ce qui nous pose une question sérieuse qu'on n'aime pas poser, qui est la question du partage du travail. À nouveau, effectivement, se repose la fameuse question du partage du travail qu'on croyait écartée pour longtemps. Eh ben, elle est revenue avec la crise, et elle est aujourd'hui tout à fait centrale. Alors, si on veut écarter la question du partage du travail, il y a un certain nombre de solutions. Alors, il y en a une, évidemment, que les économistes keynésiens dont je fais partie essayent de promouvoir, c'est sortir de la crise. Mais sortir de la crise, ça suppose une stratégie macroéconomique qui est exactement à l'opposé de celle qui est mise en œuvre en Europe depuis 4 ans. Donc, il y a peu d'espoir que ça change. Alors, c'est dramatique parce que on se dit la solution est là, à portée de main, mais à vouloir, à tout prix, résorber les déficits publics et la dette à marche forcée, eh bien, on a le résultat qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire qu'on révise en baisse les perspectives de croissance. Le chômage augmente encore et toujours. Et on ne voit pas comment on va sortir de cette spirale déflationniste dans laquelle nous engagent les politiques macroéconomiques européennes, la France contribuant elle aussi à la mise en place de ces politiques. Et donc, cette solution, malheureusement, est pas à l'ordre du jour. Ce qui est frappant dans ce contexte de croissance nulle, c'est que le taux d'emploi des seniors a continué à augmenter. Et y compris dans des pays comme l'Espagne, où en même temps, le taux de chômage est jeune. Alors, je sais que les économistes détestent qu'on parle de ce partage du travail, mais de fait, on le voit fonctionner tous les jours. Et dans la crise, il peut difficilement en aller autrement. Eh bien, on voit l'explosion du chômage des jeunes, et puis, effectivement, le maintien. Les choix politiques qui ont été faits en matière d'âge de la retraite sont efficaces. Ils ont mordu sur le taux d'emploi des seniors. Ce taux d'emploi des seniors continue à augmenter, si bien qu'on pourrait caricaturer les choses en disant, en gros, comme c'est à peu près les baby-boomers qui sont en train de quitter le marché du travail, eh bien, les baby-boomers, ils ont commencé par évincer leurs parents quand ils étaient jeunes en les mettant en pré-retraite dans les années 80, et maintenant, ils sont en train d'évincer leurs enfants qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail parce qu'ils repoussent de plus en plus le moment où ils vont quitter l'activité. Alors, c'est une caricature, bien entendu, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre on est bien face à une difficulté et que aujourd'hui, compte tenu de la rareté en matière d'emploi, on n'arrive pas effectivement à faire en sorte qu'on ait à la fois une baisse du chômage des jeunes, une augmentation du taux d'emploi des seniors. Ça ne peut pas fonctionner, et donc qu'on le veuille ou non, on est face à une question de partage de l'emploi. Alors quelles sont les solutions? Alors il y a une solution libérale. Le marché sait partager le travail. Il le fait en permanence. Quand on explique que la flexibilité du marché du travail permettrait de résoudre la question, on explique simplement que en libérant effectivement les forces marchandes, on baissera le coût du travail. C'est cette baisse du coût du travail qui va permettre de créer des emplois. On aura plus d'emplois, chacun des employés. En moyenne, les salaires auront baissé, le coût du travail aura baissé. Et donc on aura bien partagé le travail et les revenus du travail. Donc il y a cette solution libérale qui est, je vais aller très très vite, qui est effectivement celle qui est plus ou moins privilégiée par les programmes d'ajustement dits structurels. Mais il faut avoir conscience que c'est bien une politique de partage.
La deuxième solution, c'est d'accepter effectivement le partage collectif et donc de rediscuter à nouveau de ce point de vue-là, de la question de l'âge de la retraite, mais aussi de la durée hebdomadaire du travail, de la durée annuelle, du volume de gâteau qu'on souhaite avoir, hein, puisqu'on n'est pas capable de mettre en place des politiques économiques qui permettent d'étendre la taille du gâteau. Eh bien, on peut effectivement rediscuter de la manière dont on partage les choses. J'ajoute qu'un certain nombre de gens pensent qu'effectivement, il ne faut pas que la taille du gâteau augmente, pour des raisons environnementales, etc. Il y a même des gens qui pensent qu'il faut réduire la taille du gâteau, parce que la planète n'est pas capable de supporter une production de plus en plus importante, et que donc la question peut être aussi discutée dans ce contexte-là. Et enfin, dernier point, j'ajoute que nos instruments de mesure de la taille du gâteau sont pas neutres. Vous savez que le PIB n'est pas une mesure du bien-être. On le sait depuis un certain nombre de rapports. L'OCDE aujourd'hui propose des mesures alternatives. Donc on peut rediscuter aussi, il n'y a aucune raison de ne pas le faire dans un cadre collectif et dans un cadre politique, de la pertinence des solutions qui visent à maintenir le pouvoir d'achat absolument. Je veux dire, est-ce que c'est un choix qu'on veut assumer collectivement ? C'est tout à fait possible, mais il faut le dire. Il faut que ce soit fait de manière transparente. Alors, le problème, c'est qu'on n'a plus aucun instrument pour faire ça. Donc, ma dernière conclusion, c'est quand est-ce qu'on va recréer le commissariat général au plan, qui était effectivement le moyen de discuter collectivement de ces questions. Merci beaucoup. Alors, je vois que la salle réagit. Il y a un monsieur qui a levé le doigt avant vous. Je vais peut-être... là, voilà. Après madame et monsieur. Oui, merci beaucoup. Juste deux petites remarques et puis une peut-être question. présentez-vous. Ah, pardon, excusez-moi. Xavier de Hiturbe, je suis donc DRH de restructuration et spécialisé dans tout ce qui est gestion, emploi des compétences, notamment des seniors. Donc en fait, la question que je voulais... D'abord, la remarque que je voulais faire, c'est que le pourcentage d'emploi des seniors de 55 à 65 ans est peut-être de 40% en France aujourd'hui contre 45% en moyenne et 50% au traité de Lisbonne. Mais il faut dire que ce chiffre en masque un autre qui est beaucoup plus dramatique, c'est le pourcentage d'emploi des seniors de 60 ans à 65 ans qui, lui, est de 17,9% en France contre 34% en Europe. Ça veut dire, en gros, 2 fois moindre. Statistique d'ARES 2009, enfin sur des chiffres 2009. Donc, Monsieur Hérault, vous parliez tout à l'heure effectivement du taux d'emploi des seniors à partir de 60 ans. C'est un problème qui est dramatique. Et Monsieur Cornillo, excusez-moi, mais il n'y a pas vraiment de raison d'être très optimiste. Je ne sais pas de combien il augmente depuis 2 ou 3 ans, mais pour moi, c'est absolument dramatique. Donc, deuxième point. Alors, c'est la question que je pose. Vous n'avez pas mentionné, aucun de vous trois, la question de la compétitivité des seniors par rapport aux non-seniors. C'est-à-dire le couple rémunération-productivité tel qu'il est perçu dans les entreprises. Parce que là, une des raisons pour lesquelles les seniors ne sont pas employés aujourd'hui, à tort ou à raison, c'est qu'ils sont perçus comme étant trop coûteux par rapport à ce qu'ils rapportent. Et pourquoi ça ? Parce que on continue en France à augmenter les rémunérations régulièrement, contrairement aux pays anglo-saxons où on lisse les rémunérations à partir de 50 ans. Et que se passe-t-il si on ne vérifie pas que la compétence a augmenté proportionnellement à la rémunération? Le couple rémunération-valeur ajoutée du senior se détériore au profit des catégories non seniors. Donc c'est sur quoi il faut travailler aujourd'hui. Et je voulais donc vous entendre là-dessus. Merci. On va prendre plusieurs questions. Madame, monsieur, le micro. Anne-Marie Guillemard, Université Paris-Descartes. Je voulais revenir sur l'exposé de Jean-Olivier Hérault pour dire que je suis d'accord entièrement d'accord avec lui, jusqu'à sa conclusion sur le fait que l'âge de départ, bon, je pense que c'était l'âge effectif de départ et non pas l'âge de liquidation de la retraite, là-dessus je crois qu'on est d'accord, que c'est l'âge de départ qui est l'horizon. Et que donc pour augmenter le taux d'emploi,
et avoir plus de seniors en emploi, il faut jouer sur cet horizon. Pour moi, je suis sociologue, donc peut-être que ça explique en partie, dans cette noble assemblée d'économistes, ma différence. Moi, il me semble, et mes travaux comparatifs me conduisent à le dire, il me semble que l'horizon qui vaut et qui explique les comportements, c'est l'horizon, les comportements des employeurs et des salariés, notamment, c'est l'horizon en emploi. Et donc, ça appellerait une politique d'emploi. Et donc, les réponses ne me semblent pas être du côté de la réforme des retraites pour régler ce problème. Et le cas de la Finlande le montre bien, parce qu'ils ont commencé par des politiques d'emploi avant de réformer leur retraite en 2005. Donc, les réponses en termes de politique d'emploi me semblent tout à fait essentielles. C'est ouvrir des horizons en emploi, ça veut dire largement faire des politiques préventives, non plus en termes de gestion des âges, donc c'était le deuxième point sur lequel je voulais demander l'avis du panel, c'est-à-dire changer radicalement notre mode de gestion des âges et notre mode de distribution des temps sociaux. Plus de gestion par l'âge, parce que quand on compare, on s'aperçoit que la France a une gestion segmentée par l'âge, beaucoup plus que les autres pays, mais une gestion des parcours et une gestion préventive des parcours tout au long du cycle de vie. Cela m'amène à un constat sur lequel je voudrais poser une question au panel. Ce changement de gestion des âges, ça veut dire non plus une gestion par l'âge, mais une gestion de la diversité et de la synergie des âges, et donc mettre l'accent sur la coopération entre les âges au travail, d'où des formes de contrat intergénérationnel, qui ne serait pas dans mon esprit le contrat génération proposé par Hollande, mais quelque chose d'autre, beaucoup plus large, et qui inclut toutes les générations. La diversité des âges et des générations dans une recherche de coopération au travail qui, d'après certains travaux finlandais, montrent qu'ils peuvent produire à l'horizon 2025 plus 5% de PIB pour la Finlande. Donc ce n'est pas négligeable dans la circonstance. Merci infiniment. Dernière petite question et après on laisse les intervenants de la table ronde répondre. Tifino dans la formation continue. Dans les 4 graphiques qu'il y avait, on avait les 2 pointes à 55 ans et à 60 ans, et entre deux, on avait dans la diagonale, on avait 2 pointes et on avait CL. La signification de CL. Non, c'est pas celui-là. Là. Ah, d'accord. Ok. Juste une réflexion, c'était de passer du prévisionnel au préventif, ça serait bien. Les réactions de la table ronde. Bon, plusieurs. Enfin, moi, ce qui est très. Il y avait un certain consensus, y compris dans ce qui a été fait ici à la Caisse, en termes de résultats, et c'est toujours très intéressant de voir l'impact des réformes. Ce qui apparaît très clairement, c'est quand même que changer les institutions, changer les barèmes, changer les dispositifs légaux qui encadrent le départ à la retraite, ça marche. Je me souviens quand même de débats, enfin même c'est encore dans le débat, la preuve, j'ai vu la réaction de certains, c'est qu'on voit effectivement que l'efficacité du changement des dispositifs, dans ce qu'on appelle des changements paramétriques, appelons ça paramétrique, souvent c'est un peu caricatural, mais enfin moi ça ne me gêne pas de dire paramétrique, je pense que ça fonctionne très bien. Je pense que les Français sont très sensibles à la durée de cotisation, aux changements législatifs sur les carrières longues. Alors après, ça fait monter effectivement les dispositifs au départ. Le changement de dispositif par rapport à 2010, par rapport aux femmes, 3 enfants, on voit bien qu'en anticipation. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce que les économistes, et là par rapport à ce qui parfois est reproché aux économistes, je pense qu'en France, si ça ne marchait pas, c'est qu'on ne faisait pas ce que préconisaient les économistes, en gros. Et quand ça marche, effectivement, je pense que effectivement, les dispositifs, les incitations et les pénalités, eh bien, ça fonctionne particulièrement bien pour les départs à retraite. Parce qu'il y a bien une décision économique, qui n'est pas une décision, je dirais,
en passant, qui est extrêmement réfléchi chez les Français, c'est bien sûr le départ à la retraite. Et je pense effectivement que ces dispositifs pèsent de tout leur poids dans les départs à la retraite. Après, sur l'âge de départ, après 60 ans, pourquoi après 60 ans on n'a pas de Français qui travaillent? C'est pas à cause du salaire, c'est qu'on est encore dans un système où effectivement les Français partent effectivement quand majoritairement à 60 ans parce que le taux plein effectivement arrive à 60 ans. C'était encore le cas, la réforme de 2010 n'a pas produit ses effets, et donc on a un système où on désincite évidemment les Français à continuer plus longtemps. Il y a une question de normes sociales, on a les surcotes, mais les surcotes ont été un peu passées sous silence, pas assez suffisamment mises en avant par la réforme en 2003. Donc pourquoi on ne travaille pas après 60 ans? Parce qu'on part à la retraite, et c'est un choix délibéré d'offre de travail, où la demande de travail n'a pas grand-chose à voir. Donc fondamentalement, massivement, et on ne leur offre pas après de possibilité de travailler après, ensuite. Bah, évidemment, bon, bien sûr, enfin la pénalité en tout cas, tu as travaillé, si on a finalement la retraite, bien sûr, mais si on n'a pas la désutilité du travail, et en plus on a la retraite, effectivement le choix est très économique. C'est de départ, tout à fait logique. Donc on ne travaille pas à cause de ça. Alors ce schéma-là est intéressant parce que, vous voyez pas, mais c'est une chose qui a été faite à la DARES, mais en tout cas sur ces questions salariales, ça c'est la dernière ligne, elle est ici. Hein. Lorsqu'on interroge les chefs d'entreprise, est-ce qu'on leur demande, est-ce que pour vous, un senior par rapport à un jeune, est-ce que c'est un inconvénient ou au contraire un avantage d'être quoi? Alors, expérience professionnelle et savoir-faire, on sent bien que les seniors sont plutôt avantagés. Hein, c'est cette première ligne, c'est en bleu. Hein, c'est les seniors, puis en vert, c'est les jeunes. Bien sûr, le coût salarial qui est souvent mis en avant, on voit finalement ici que ça apparaît pas très, très fortement. Pour certains secteurs, ça apparaît. Je pense que ça pèse pour certaines caractéristiques, mais c'est pas ça qui pèse massivement. Ce qui pèse massivement, encore une fois, on l'a dit, et on voit bien qu'on change les dispositifs, c'est effectivement tous ces paramètres publics qui sont dans l'environnement des entreprises et des salariés qui font qu'on part à la retraite très vite. Le reste, évidemment, peut peser à la marge, dans certains secteurs plus ou moins, mais massivement, si on a ce résultat-là, c'est effectivement à cause de ces dispositifs. Alors moi, je pense que ça serait très important de mettre en avant, et quelque part l'intervention de Gérard Cornillot montrait bien que, souvent dans le débat, on disait, pour l'emploi des seniors, ce qui est essentiel, c'est la croissance. Bah, finalement, en période de décroissance, enfin croissance molle, on voit bien que l'emploi des seniors a continué à augmenter, alors faiblement, je suis un peu plus... on regarde les chiffres, on voit même qu'on s'est fait doubler par l'Italie et par la Belgique. On est dernier maintenant sur le taux d'emploi des seniors. Donc il faut quand même rester un petit peu modeste. Et donc je pense après, je vais pas revenir sur les points que moi j'ai mis en avant. Mais en tout cas, on voit bien que les périodes de croissance molle, c'est pas un handicap. Pourquoi? Parce que c'est complètement contrebalancé par ces dispositifs publics, l'âge de la retraite, et puis plein de dispositifs sur les pré-retraites dans tous ces pays, qui ont poussé, incité les seniors à travailler plus longtemps. Et ils travaillent plus longtemps, malgré leur coût salarial, certes, malgré quelque part la pénibilité, qui peut jouer dans certains secteurs avec certains individus, certes, encore une fois, mais ce qui explique le résultat, on voit dans les chiffres globalement, hein, c'est ces dispositifs publics en France qu'on a créés et qui continuent à peser, même si évidemment on a un peu réformé depuis une dizaine d'années. Merci. Juste un mot très rapidement. Bon, moi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, les nuances. Je pense pas que ce soit très significativement différent entre la France, l'Italie par exemple, est un pays où aussi la population diminue, donc la situation démographique est quand même pas la même. Je trouve que la performance française, dans le contexte qu'on a démographique en particulier, est pas si mauvaise que ça. Mais c'est pas sur ce point que je voudrais discuter. C'est pourquoi est-ce que vous dites dramatique? Parce qu'il y a plein de gens qui sont ravis d'être à la retraite à partir de 60 ans. Non mais, je veux dire, le choix collectif, il est là. Je veux dire, il faut qu'il y ait un débat, à mon avis, politique, et c'est bien du débat politique que sortira la décision collective. Pour le moment, la décision collective, elle est plutôt dans ce sens-là, plutôt dans le sens de dire, oui, compte tenu des difficultés sur le marché du travail des uns et des autres, il vaut mieux que les seniors partent plus tôt. Et les seniors étaient contents de partir plus tôt. Je pense que dire c'est dramatique, c'est porter un jugement sur, enfin c'est prédéterminé sur le. Moi je pense aussi. Moi je pense. C'est dramatique. Non, si on accepte. Non. Mais je vous l'ai dit, la soutenabilité, c'est de choisir un triplet soutenable entre taux de cotisation, niveau des pensions et âge de la retraite. Et donc, si vous choisissez, dans le triplet soutenable, il y a une hausse des cotisations, oui, bien sûr. C'est tout à fait clair. Mais si les gens préfèrent partir tôt en payant plus de cotisations, c'est-à-dire en ayant en réalité une taille du gâteau plus faible et des parts plus petites, c'est leur problème. En tout cas, il n'y a pas de raison d'imposer un choix plutôt qu'un autre. Et ce que j'observe, c'est que... on n'a choisi ni l'un ni l'autre. Ce que je propose, mais ça c'est quelque chose qui détermine le niveau des cotisations soutenables. Mais c'est tout. Mais je veux dire, après, si les gens préfèrent partir à 60 ans avec moins de revenus,
pourquoi est-ce qu'on leur imposerait un autre choix? Je veux dire, il faudrait qu'on puisse en discuter, mais pour le moment, on le fait pas. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait revenir là-dessus. Ça, c'est un point, juste un point pour. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf la différence, je pense, c'est que on peut très bien, dans le système actuel, qu'un système collectif, laisser plus de marge de choix. Je pense que c'est dit. Donc, et après, laisser ce choix qu'on a imposé d'une certaine façon on est obligé, oui, à tous les Français, laisser, alors soit par le système par points, ou même dans le système actuel par des codes sur codes, qui fonctionnent assez bien. Et c'est des questions que je voulais poser, s'il vous plaît. C'est une question que je voulais poser d'ailleurs à propos de ce qui a été fait à la Caisse. Ça serait intéressant de regarder si les départs qu'on observe actuellement, est-ce qu'ils se font au taux plein ou est-ce qu'ils se font avec des décodes sur cotes. Il faut rappeler quand même qu'en France, 40% de gens qui liquident leur retraite et qui sont déjà sortis du marché du travail. C'est-à-dire que le choix, c'est très bien, je suis pour, je suis à fond pour ça, mais à l'heure actuelle en France, il n'y a pas de choix de partir. Les gens sont exclus du marché du travail. Non, mais ça, quand ils en sortent, malheureusement, ils ne peuvent pas y retourner. Donc ça, c'est pas mais ils ne veulent pas y retourner, puisque pour l'essentiel, ils sont dans le système de dispense de recherche. Je suis désolée, malheureusement, enfin, là, on est en train d'ouvrir un débat tout à fait passionnant, mais malheureusement, le riche programme de l'après-midi ne nous permettra malheureusement pas de poursuivre très longtemps. Quelques mots de conclusion. Ben, je suis d'accord. on fera une conférence sur ce thème-là en particulier. Ben, non, mais on a 5 autres thèmes. Hein.